Allô, 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 allô. Salam alaikum, chers amis de Comore Info, salam alaikum, salam alaikum. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, on va démarrer notre émission comme d'habitude. Nous sommes dimanche et aujourd'hui nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir l'ex-ambassadeur des Comores aux Nations Unies, M. Swali Mohamed Swali. Vu l'actualité internationale et surtout l'actualité comorienne, il a accepté notre invitation et encore une fois, nous le remercions encore plus. Cette émission va parler un peu de tout, hein, de la politique internationale, mais surtout de ce qui se passe dans notre cher pays, les Comores. Notre émission sera animée par notre chroniqueur principal, M. Mohamed El Had Adil, que vous avez l'habitude chaque dimanche de participer ou bien de parler avec lui. Je vais laisser la parole tout d'abord à notre chroniqueur principal, Mohamed El Had Adil. Bonjour. Les Comoriens sont là, il y en a un peu plus de 60 qui vous écoutent. On vous attend pour que vous les saluiez et donner la parole, comme d'habitude, à l'ex-ambassadeur. Et nous allons démarrer notre émission comme nous l'avons préparé. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Comme d'habitude, nous tenons à vous remercier de votre présence aujourd'hui, de votre fidélité, à nous suivre sur ce point d'actualité que nous avons l'habitude de faire chaque week-end. Ensemble, nous allons échanger. Nous attendons vos contributions, que ce soit à travers des appels ou des commentaires, mais aussi c'est une occasion de partager ensemble, d'échanger sur ce qui se passe dans notre cher pays et même ce qui se passe au niveau de notre continent, au niveau international. Donc, comme l'a annoncé mon ami Dima, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Swali Mohamed Swali, ex-ambassadeur de l'Union des Comores auprès des Nations Unies. Donc, ensemble, nous allons aborder les derniers points d'actualité qui se déroulent au niveau de Comores. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lui laisser la parole pour saluer les chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Alors, la parole est à monsieur l'ex-ambassadeur Swali Mohamed Swali. Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez nous suivre pour cette émission. Cette émission dont c'est un plaisir de partager à chaque fois que c'est possible avec votre équipe qui m'offre cette possibilité d'exprimer mon point de vue, qui peuvent être des points de vue aussi bien personnels que des points de vue aussi de mon organisation politique à laquelle j'appartiens, que je préside et qui s'appelle le MDAI, dont je parle très peu. Je ne vous cache pas que les militants du parti me le reprochent souvent de ne pas parler de notre parti, mais si l'occasion se présente, je vous en dirai quelques mots. En tout cas, à tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka salam. Excusez-nous, c'est encore une fois un petit problème technique, mais nous allons y arriver. Mohamed El Had Adil, je pense que nous allons aborder le premier sujet qui intéresse non seulement le continent africain, mais aussi les Comores, puisque ces derniers temps, on a tant parlé de Azali Assoumani à la tête de l'OIA, l'Union africaine. Donc, nous allons déjà donner la parole à monsieur l'ambassadeur pour nous expliquer ce que c'est l'Union africaine et comment se fait-il que Azali Assoumani, qui est contesté depuis plus de 5 ans, et aujourd'hui se trouve, ou bien va se retrouver à la tête d'une organisation que monsieur l'ambassadeur s'est battu pour montrer
l'image catastrophique de notre pays vers cette organisation à travers Azali Assoumani. Effectivement, depuis quelques... Prenez celui-là. Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Donc, effectivement, depuis quelques jours, vous avez tous constaté ce qui est annoncé, ce qui est publié dans les réseaux sociaux, comme quoi Assoumani Azali postule pour la présidence de l'Union africaine pour succéder le président sénégalais Macky Sall. Donc, il est en lice pour ce poste avec le président de Kenya, pays voisin des Comores, qui a priori, il se désiste au profit d'Assoumani Azali. C'est une question que, certes, beaucoup de Comoriens se posent, de l'accession d'Assoumani Azali à la présidence de l'Union africaine, mais aussi les autres pays africains se demandent ce que va apporter Assoumani Azali à ce poste de président de l'Union africaine, lui qui est mis en échec dans son propre pays, qui est contesté par son peuple, qui est mis en échec, que ce soit au niveau économique du pays, dans tous les domaines, que ce soit économique, sanitaire, éducatif, il y a un échec total sur la gestion du pays. Donc, comment un homme qui a pris le pouvoir de force, un homme qui a un échec sur la gestion des pays de presque 1 million d'habitants, va prendre la présidence de l'Union africaine, donc qui regroupe tous les pays du continent africain. Que va-t-il apporter sur le continent, à l'échelle du continent africain, lui qui a un échec sur un des plus petits pays du continent africain, si on parle en termes de géographie. Donc aujourd'hui, avec Monsieur l'ambassadeur, nous allons aborder ce sujet pour comprendre les enjeux qui sont là. Que veut Azali? Pourquoi Azali, à tout prix, veut être président de l'Union africaine? Et que compte-t-il apporter? Qui va profiter de cette présidence de l'Union africaine qui, Azali, postule pour ce poste-là? Je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur pour donner déjà son point de vue et quels seront les résultats, l'impact qu'aura l'image de notre pays à l'issue de cette présidence, si Azali, bien sûr, accède à cette présidence, les conséquences, les séquelles que va laisser cette présidence auprès de l'Union africaine. Monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, merci pour cette invitation, pour ce moment d'échange qui permettra, j'espère, à nos téléspectateurs, à nos compatriotes, aux amis des Comores, de comprendre ce qui se passe chez nous, comme d'habitude, mais particulièrement sur cette question pertinente concernant la présidence de l'Union africaine, à laquelle postule le colonel Assoumani Azali. D'abord, présentons les choses comme elles se passent à l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation panafricaine entre les États. Chaque État membre a les mêmes droits que tout autre. Donc chaque État peut présider l'Union africaine de manière tournante. Selon les régions. À chaque moment, c'est telle région qui dirige notre organisation panafricaine, notre organisation continentale. Cette fois-ci, ce poste est réservé aux pays d'Afrique de l'Est. Donc c'est dans ce cadre-là que les Comores peuvent prétendre, tout comme tout pays d'Afrique de l'Est. Et c'est là où ça commence à poser la question,
pourquoi M. Assoumani Azali veut à tout prix être président de l'Union africaine. Peut-être qu'il raisonne comme nous raisonnons la plupart des Comoriens. Nous aimons bien ce que nous appelons le chéo, le pouvoir de l'honneur. Que nous mettons à tous les niveaux et que nous transposons dans toutes les circonstances, y compris hors de l'archipel. Mais si je pose cette question-là, c'est que les pays d'Afrique de l'Est, c'est beaucoup de pays, et c'est des grands pays. Et c'est composé à la fois des pays du continent et des pays insulaires. Alors si on regarde les États insulaires, nous avons le plus grand qui est 2,5 fois la France même, Madagascar. Madagascar. Et il ne postule pas. Si on prend des pays qui sont de même taille que les Comores, comme Maurice, ça postule pas. Ils ne se positionnent pas. Et ces pays-là sont mieux lotis, ont un développement plus réussi, des capacités d'organisation, comme prenne Maurice ou Seychelles. Tout le monde se dit ce sont des pays dont nous devons prendre comme modèle. Ça ne l'intéresse pas de postuler, alors qu'ils pouvaient postuler. Si on prend du côté continental, des pays comme l'Ouganda, et je pourrais aller même jusqu'à un pays comme Djibouti ou l'Éthiopie même, où il y a l'Union africaine, où ils auraient moins de problèmes pour gérer. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, pourquoi ces pays-là n'est pas postulé pour cette organisation? Alors, ça n'intéresse pas? Est-ce qu'ils ne veulent pas se trouver sous la dictature de certains pays qui gèrent cette organisation, comme certains le pensent? Ça peut être un aspect, mais le plus important, c'est que les chefs d'État de ces pays semblent d'abord se préoccuper de ce qui se passe dans leur pays. Dans leur pays, ok. Avant de se préoccuper de gérer un continent, un chef d'État, je reviendrai sur le cas du Kenya, un chef d'État se dit dans quel état est mon pays pour que je puisse prétendre à vouloir aller au-delà. Et je me rappelle le début du mandat de président sénégalais Macky Sall, à la veille même, la ministre des Affaires étrangères avait annoncé tout le plan que le Sénégal avait conçu pour l'année du Sénégal en tant que présidence de l'Union africaine. Donc, la mobilisation qui a été faite du gouvernement et des cadres du Sénégal pour prétendre à cette mission, à cette fonction, et jouer un rôle éminent. Et le Sénégal était dans une particularité en plus, avec tout un plan aussi, y compris jusqu'au football, pour arriver à un stade d'apparaître comme étant une nation au-delà de l'Afrique même. Parce que le président de l'Union africaine ne va pas se parler seulement à l'Afrique. Il va parler au nom de l'Afrique au monde entier. Donc, vous imaginez la charge que cela supporte. Par exemple, aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président de l'Union africaine parle au nom de toute l'Afrique. Donc, on peut se poser la question. Monsieur Assoumani Azali était à cette hauteur-là. Moi, pour l'avoir vécu à New York, je n'y crois pas, sinon je serais dans cette voie-là depuis le début. Ça, tout le monde le sait. Que j'ai fait un choix différent, estimant qu'il n'a pas les capacités ni la hauteur nécessaire de la mission de gérer les Comores. Alors je ne parle pas du continent, encore moins de participer au débat à l'ensemble du planétaire. Et là-bas, il ne s'agit pas simplement que quelqu'un t'a écrit un discours pour aller le prononcer. Il s'agit de régler des problèmes, d'avoir des approches sur l'ensemble des questions qui se posent au monde. Alors, si on prend pour l'Afrique, vous imaginez tous les problèmes qu'il y a au Sahel, tous les problèmes du terrorisme, y compris jusque dans notre région, qui est arrivé jusqu'au Mozambique, au Kenya et en Tanzanie. Le djihadisme est là. Ce sont des sérieux problèmes qui secouent l'Afrique. Je ne parlerai pas seulement des problèmes sécuritaires.
mais je passe aussi au problème de la vie économique. Le continent est aujourd'hui considéré comme étant le continent de l'avenir. Le monde entier court vers l'Afrique. Le monde entier a des perspectives de négociation avec le continent africain. Certains continuent à voir l'Afrique comme étant le continent avec des difficultés, mais c'est le continent qui a le plus de richesses, ce que le monde entier cherche, en particulier en ce moment avec les problèmes de l'énergie liés à la guerre en Europe, la guerre de l'Ukraine. Vous imaginez, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer moins d'1 million d'habitants, qui a des problèmes avec un tiers de ses compatriotes qui sont à l'extérieur, être capable de gérer une population qui s'achemine vers plus de 2 milliards d'habitants. Toute personne sensée se poserait cette question. Ce n'est pas la taille de l'État qui compte. J'aime bien parler de Singapour, qui est plus petit que les Comores, mais le Singapour, c'est un pays qui pèse. Mais c'est dans sa gestion, dans leur manière, dans leur développement qu'ils ont atteint. Maurice pèse beaucoup que certains pays du continent africain qui sont plus grands. Mais c'est dans la gestion de leur pays qui a donné cette place, notamment la place financière de Maurice sur le continent. Et même la place du tourisme, la manière dont ils gèrent le tourisme, la manière dont ils gèrent la santé. Nous sommes obligés d'envoyer des gens se faire soigner là-bas. Et ils pèsent, mais ils se disent, nous avons des problèmes à régler chez nous avant de prétendre à cela. Alors, et là, on va prendre le cas du Kenya. Alors, le Kenya, qui est un pays, je peux me permettre, parce que j'y ai résidé presque 6 mois. C'est là-bas où j'ai appris réellement à parler l'anglais et à pratiquer le Kiswahili avec la Tanzanie, particulièrement l'île de Zanzibar. Comme beaucoup de Comoriens, nous avons nos familles. Alors, le Kenya, rien que la ville de Nairobi, un quartier de la ville de Nairobi pourrait accueillir tous les Comoriens. Donc le président du Kenya a à gérer, si je peux dire, un immense pays riche. Pour vous donner une idée de ce que c'est que ça représente, chaque jour, le Kenya exporte en Europe ce qui peut être contenu dans un Boeing rien que pour des fleurs. Chaque jour, il y a un Boeing qui part de Nairobi pour envoyer des fleurs en Europe. Essayons de faire la comparaison. Le Kenya, c'est un pays riche, un pays qui accueille 3 millions de réfugiés, capable d'accueillir 3 millions de réfugiés. Le Kenya, dans la journée, à Nairobi, il y a 12 millions d'habitants. Le soir, il y en a 9 millions. Ça veut dire qu'il y a 3 millions qui sont dans l'exode rural chaque jour, qui viennent travailler à Nairobi et qui repartent tous les jours. Il faut être capable d'organiser ce transport d'une telle population. Et pourtant, le président ne se précipite pas à dire que je vais présider l'Union africaine. En précisant là-dessus, cette question de la candidature Comore-Kenya a fait que pendant 1 an, Macky Sall n'a pas eu de premier vice-président. Il n'y en a pas eu parce qu'il fallait que cette candidature soit claire. Et la candidature du Kenya a été présentée par le président précédent, Uhuru Kenyatta. Son vice-président est devenu président aujourd'hui. Il ne l'a pas soutenu, hein, pour être clair. Hein. Le président Kenyatta a soutenu son opposant contre son vice-président. Mais c'est son vice-président qui a gagné les élections. Ce qui démontre la vitalité démocratique du Kenya, qui est un pays qui a vécu une précédente élection où il y a eu 3000 morts. Ils ont tiré les conclusions. C'était allé jusqu'au Cour pénale internationale. Ils ont tiré les conclusions de cela. Ils se sont réunis pour remettre la vitalité démocratique depuis l'indépendance héritée du système britannique. Et le nouveau président, M. Ruto, a estimé qu'il faut qu'il se pose des questions. D'abord, depuis qu'il est président, Assoumani Azali l'a courtisé
presque tout le temps. À toutes les rencontres internationales, il a demandé à le rencontrer. Il est allé à son investiture, il a dit, moi, j'ai pas le temps pour ça. Il est allé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il a dit, j'ai pas le temps pour ça. Il est allé à Sharm el-Sheikh pour la COP27, il lui a dit, j'ai pas le temps pour ça. La dernière fois, c'est à Washington, la rencontre États-Unis à Afrique. Il lui a dit, moi, ce n'est pas mon premier souci. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, je vais donner après la parole à Andy. Comment se fait-il qu'un président que vous décrivez, le président Azali Assoumani, le colonel Azali Assoumani, qui n'a pas de projet, si on croit à ce que vous nous expliquez, qui n'a pas de moyens, puisque, rappelons-le que Azali Assoumani a eu du mal à faire une commande de riz pour sa population, et qui n'a pas des moyens pour venir en aide dans les affaires d'urgence, puisqu'il faut déjà penser à lui-même avant de penser que les autres vont pouvoir vous venir en aide. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Azali Assoumani pour postuler dans un tel poste? Je reviendrai à votre question sur qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre, ce qui intéresse le colonel Assoumani Azali. Mais je voudrais qu'on comprenne bien ce que c'est, qu'est-ce que ça représente être président de l'Union africaine. Je disais pendant 1 an, on n'arrivait pas à avoir de vice-président. Or, l'habitude de l'Union africaine, c'est que le président a un premier vice-président qu'il va préparer à assumer la charge. Ce qui veut dire que non seulement il y a la charge dans son ensemble, la fonction qui est pas simplement symbolique, il y a des choses à régler, des choses à assumer, mais il faut y être préparé. Le colonel Assoumani Azali n'a pas été premier vice-président, il n'a pas été préparé à ça. Il va toujours dire, moi je suis prêt, on le connaît, il va dire, moi je suis peut-être le meilleur, il va peut-être le dire. Mais dans la réalité, il n'a pas été préparé à assumer cette fonction. Donc je dis que le Sénégal a mobilisé, et j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal dans des rencontres internationales, par exemple sur le passage du numérique en télévision. En tant que directeur de l'ETC, j'y étais, et j'ai vu comment les cadres sénégalais s'étaient préparés à ce moment, cette bascule vers le numérique. De la même manière qu'on a vu comment le Sénégal se prépare à avoir ce qu'on pourrait dire une deuxième capitale, mais qui est Dakar 2, avec un nouvel aéroport, avec de nouvelles cités. C'est un pays que nous connaissons tous, avec tous les problèmes qu'il y a au Sénégal, avec des difficultés avec le Sénégal, avec une confrontation forte avec l'opposition au Sénégal. Mais c'est un État qui sait fonctionner avec ses problèmes, avec la corruption comme dans beaucoup de pays. Maintenant, par rapport à cette réalité-là, si on prend que tous ces pays d'Afrique de l'Est, on dit c'est pas le moment pour nous de prétendre. Ça veut dire qu'il y a des gros problèmes à régler. Et j'ai parlé du Sahel, mais vous n'avez qu'à, si vous suivez l'actualité, que le problème entre le Rwanda et le Congo. Et le Congo Kinshasa. C'est pas une affaire simple qui doit être gérée par les Nations Unies. Il y a le problème du Sahara occidental, entre le Maroc et l'Algérie, et la Mauritanie, et les Sahraouis eux-mêmes, et les Nations Unies. Il faut être capable d'avoir des manières de conduire ces négociations, ces difficultés-là. Il y a dans notre région le djihadisme en Mozambique. Il y a une situation dont le principal pays, État fort de notre région, l'Afrique du Sud, on a vu que le président sud-africain a dû batailler pour être réélu dans son parti. Ce qui veut dire que les choses ne sont pas simples. L'ANC n'est même pas sûr que la prochaine élection, c'est l'ANC qui gagnerait les élections. Donc ce sont des États qui se préoccupent de leur pays d'abord. Nous avons des problèmes dans la région. Nous avons des problèmes, ne serait-ce qu'avec Madagascar. Vous le savez qu'aujourd'hui, un Comorien qui veut aller à Madagascar prend un vol pour aller à Nairobi. Il quitte Moroni vers 13h, il arrive le lendemain vers 14h.
entre les Comores et Et Madagascar. Madagascar. Donc, une personne prend le vol, il va à Nairobi, il reste à l'aéroport jusqu'à 1h du matin pour pouvoir avoir un vol qui va le ramener à Madagascar. Nous ne sommes pas encore arrivés à régler ce problème. Madagascar a estimé que les Comores est un pays de trafic en fonction de ce qui s'est passé avec le Avec les trafic lingots d'or. C'est pas trafic d'avion, hein, trafic d'or. Et ils ont suspendu les vols avec les Comores. Nous n'avons pas cette capacité de régler facilement. Et je me rappelle que quand on a posé la question au ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, sur ce que va poser comme problème en produits alimentaires venant de Madagascar pour les Comores, il a dit on va les commander en Tanzanie. Ça veut dire qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution nationale. On va commander en Tanzanie. Or, la Tanzanie elle-même a aussi posé des problèmes vis-à-vis des Comores. La présidente Samia Suluhu, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit les Comores, à ce jour, c'est la Tanzanie qui supporte les Comores à hauteur de 50% de la vie quotidienne des Comoriens. Il ne parle pas d'argent, mais de la vie quotidienne, des besoins comoriens. Et elle a dit, tel que ça évolue, nous allons peut-être aller vers 90%. Chaque Comorien part pour aller en Tanzanie, pour aller se faire soigner. Donc, tous ces problèmes-là, je suppose que les pays d'Afrique de l'Est, ils doivent nous regarder et se demander, mais qu'est-ce que cherche un président comorien de prétendre vouloir régler les problèmes du continent avec tous les problèmes qu'il a chez lui. Je ne parlais pas des problèmes politiques. Je parlais du quotidien, quand vous avez dit qu'il y avait des difficultés pour commander du riz. Mais au quotidien, la vie au quotidien au Comores est devenue intenable. Il n'y a rien qui fonctionne. Toute personne qui va au Comores, qui revient, c'est devenu le pays où on se demande jusqu'où on va pouvoir survivre. Alors, par rapport à cela, effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que veut M. Assoumani Azali s'il est élu. Parce que, attention, le président du Kenya, on a dit qu'il se désiste, il n'a fait aucune déclaration. C'est Beïti Salam qui a fait une déclaration. Et d'ailleurs, pour montrer la légèreté avec laquelle nous travaillons, ils n'ont même pas pu donner le prénom du président kenyan. Dans la déclaration faite à Beïti Salam, ils ont changé le prénom du président kenyan. Ils ne se sont même pas donné la peine de vérifier cela. Alors, or, diriger un pays diriger un continent, il y a toutes ces questions de protocole, où vous ne pouvez pas faire comme vous voulez à l'échelle continentale. Mais je vous ai déjà dit que tel que je l'ai vu fonctionner à New York, ou tel qu'on le voit partout, vous vous rappelez, quand il est allé à l'investiture du président Feu Magufuli, il est allé dire je suis content d'être là parce que les femmes tanzaniennes sont belles, je pourrais venir en épouser une, dans un discours d'investiture d'un président. On ne badine pas sur ces questions-là dans les relations d'État à État. On peut faire des blagues entre personnes en off, comme on dit. On ne vient pas dans un discours d'investiture d'un pays s'amuser sur ce genre de choses. Donc ce type de comportement d'un chef d'État, je vous dis que moi j'en ai vu des belles à New York. Je crois l'avoir déjà dit quelque part, que j'ai fait mes mémoires, que je laisse, qui ne seront publiés que si je suis longtemps vivant, seront publiés. S'il m'arrive quelque chose avant, eh bien, ça sera publié et vous en apprendrez des choses. Donc, voilà ce que la question que se pose. Qu'est-ce que va dire réellement le Kenya? J'insiste là-dessus, sur le fait que le Kenya, ils ont réussi à se réconcilier entre pouvoir et opposition. Et ce n'est pas parce que M. William Ruto a battu M. Odinga, de l'opposition, que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler ensemble. Ces pays-là, ils ont une autre expérience de la manière de fonctionner de l'État. Je vous donne comme exemple pour arrêter là. Si vous voulez revenir sur les questions, vous reviendrez, mais je vous donne un dernier exemple. Comment ces pays-là quelle culture politique et démocratique ils ont. Est-ce que vous vous rappelez que Mme Samia Suluhu a envoyé comme émissaire
auprès de Beït Salam, l'ancien président Kikwete. C'est des pays où un chef d'État, en l'occurrence une chef d'État, a envoyé un émissaire et un ancien. Un ancien chef d'État. Pendant que chez nous, on le met en prison à vie. On l'a mis en prison à vie. Bon, on va donner la parole à mon ami Mohamed El Adantil. On nous a exposé le fonctionnement de l'Union africaine. Est-ce que, je vais te poser aussi la question, même si tu vas poser la tienne à notre invité, Chali Mohamed Chali, est-ce que c'est la faute à Azali ou bien c'est la faute du mode de fonctionnement de l'Union africaine? Comment est-ce qu'une institution internationale telle que l'Union africaine a pu être accessible facilement comme ça? Voilà. Bon, moi, je dirais que c'est la faute, c'est la manière dont l'Union africaine est organisée sur la succession, sur l'accession à la présidence de l'Union africaine qui pose problème, qui fait qu'on se retrouve à des situations pareilles aujourd'hui. Si aujourd'hui on se retrouve que peut-être Assoumani Azali est le seul en lice pour le poste de président de l'Union africaine, il n'y a pas à faire à résoudre 1000 équations pour comprendre qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de cette organisation. Parce que, comme monsieur l'ambassadeur l'a expliqué, c'est un poste où il y a plusieurs enjeux, non seulement au niveau du continent, mais au niveau international aussi, avec les autres continents. Nous avons vu ce qui s'est passé quand il y a eu quand la crise, la guerre en Ukraine a commencé. Nous avons vu ce que ça a posé comme conséquence au niveau du continent africain, notamment une crise alimentaire concernant le manque d'exportation des céréales, des blés. Et nous avons vu ce qui a été la réaction du président Macky Sall lorsqu'il est venu en Europe pour défendre les intérêts du continent africain. Nous avons vu comment il a été stratège sur le sujet. Parce qu'on a voulu toujours lui ramener sur la guerre, pour aller défendre les intérêts de l'Ukraine, pour aller condamner directement, les médias occidentaux l'ont mené pour qu'ils condamnent directement ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr, il a condamné que en aucun cas on peut pas soutenir une guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Voilà. Son discours s'est arrêté là. Nous, on est là, on prône la paix. Mais aujourd'hui, je suis venu ici en tant que président de l'Union africaine pour défendre les intérêts de l'Union africaine. Donc, un poste pareil, il faut quelqu'un qui sache faire la part de choses, comme M. l'ambassadeur l'a expliqué, qui sait respecter le protocole, qui sait prendre de la hauteur sur des sujets à enjeux internationaux. Ce qui n'est pas le cas d'Assoumani Azali. Moi, ce que je veux poser comme question à M. l'ambassadeur, allez-y. Qu'est-ce qu'encourent les Comores si Assoumani Azali accède à la présidence de cette union, parce qu'on sait que c'est voué à l'échec. C'est un échec. Maintenant, moi, ma crainte, c'est qu'encourent les Comores si Assoumani Azali accède à la présidence de l'Union africaine et qu'il fait ce qu'il sait faire. Voilà. Donc, faire le non-respect de protocole, le non-respect des constitutions, le non-respect des règles en cours. Donc, qu'encourent les Comores, quelles sont les conséquences que vont subir les Comores au cours de son mandat et après son mandat? D'abord, je ne veux pas parler de dysfonctionnement au niveau de l'Union africaine parce que c'est une règle, une présidence tournante et chaque État a le droit de postuler. Comme c'est le cas dans notre pays, qui nous pose souci aujourd'hui. Mais il devait y avoir des exceptions, puisque, comme on le dit, vous nous avez exposé très clairement comment ça fonctionne. Moi, je donne par exemple l'exemple, si jamais il y a un problème qui devrait être réglé au Tchad, alors que nous, on n'a pas d'avion, ne serait-ce que qu'on demande que le président de l'Union africaine se déplace. Ce sont des petites questions simples. J'imagine encore d'autres grandes questions d'envergure internationale. Tout à fait. Sur ces questions-là vont se poser.
il y a des questions essentielles. L'Afrique, par exemple, bataille pour avoir 2 membres au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une bataille très dure de réformer les Nations Unies. Il faut être capable de mener ces débats-là, de convaincre le monde sur ces choix et d'avoir les appuis nécessaires pour y arriver. De la même manière que vous donnez l'exemple de la guerre de l'Ukraine, la plupart des États africains ont refusé de prendre position. Les Comores sont allés dire « Nous, on est contre la Russie ». Vous imaginez l'attitude de la Russie lorsque les Comores voudront amener des choses au Conseil de sécurité où la Russie a un droit de veto. Personne ne se fait de cadeau dans ces gens-là. Or, vous vous rappelez que le ministre des Affaires étrangères de Russie est l'un des rares qui parle de question de Mayotte. Donc, ces choses-là, ce ne sont pas des choses simples. Vous avez parlé d'avions. Nous n'en avons pas. L'un des rares pays au monde où le président n'a pas d'avion. J'ai assisté personnellement à une réunion en Guinée équatoriale, une conférence entre chefs d'État africains. Chaque président venait avec son avion, y compris le Cameroun. Le Cameroun qui est à moins d'une demi-heure. À moins d'une demi-heure de la Guinée équatoriale. Il y avait un conflit. À ce moment-là, des problèmes entre chefs d'État africains. Le Sénégal était venu avec son propre avion. Mais le président sénégalais a pris son avion, il est parti au Cameroun pour aller chercher le président du Cameroun, le convaincre de participer. Et le président du Cameroun a dit « Ok, d'accord, vous avez fait le pas, je viens, mais je ne viens pas dans votre avion, je viens dans mon avion. » Vous voyez ce que ça représente dans la symbolique des États. On peut dire que ça exagère, mais les États ont besoin de s'assurer de leur capacité, de leur présence, de leur importance dans la manière de conduire les affaires de leur pays, de leur représentation et dans la règle internationale. Ça se passe entre États africains. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est africain qu'on va se taper sur le dos et dire voilà, on s'est compris. Non, il y a des enjeux très importants sur lesquels chaque pays préserve son identité et ses engagements. Alors, si on prend cette question, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté pour l'Union africaine en étant présidée par le colonel Assoumani Azali? Nous le connaissons. Et c'est là où une des erreurs qui peut se passer dans nos têtes, dans nous autres Comoriens. Nous pensons que l'Afrique connaît les Comores. La plupart des Africains ne connaissent pas les Comores. D'ailleurs, quand vous demandez à quelqu'un, vous dites Comores, il va dire Cameroun. Très peu de gens savent. Je dirais, je remercie l'équipe de Sénacante qui a contribué à ce qu'on connaisse bien les Comores. Donc, les Comores sont connus au niveau, bien entendu, des États, des gouvernements, mais au niveau de l'opinion africaine. Ce n'est pas évident. Et ils vont se demander, les Africains vont se demander, ce pays qui va nous diriger, qu'est-ce qu'il va nous apporter, nous, Africains? Parce que ce n'est pas une simple affaire de club, c'est représenter toute l'Afrique, toutes les populations africaines dans leurs problèmes. Qu'est-ce qu'un pays comme les Comores? On pourrait être fier de dire, voilà, maintenant on est président de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous allons apporter à l'Afrique? Sommes-nous capables réellement d'apporter quelque chose aujourd'hui dans les enjeux d'énergie, de conflit, d'éducation, de santé, de développement économique, d'autosuffisance alimentaire? Avons-nous eu une réflexion aux Comores là-dessus? Nous n'avons pas encore suffisamment de réflexion sur la situation comorienne. Vous vous rappelez ce que nous avons vécu avec le CEPAD. On dit, voilà, c'est le projet de développement. Il y a une conférence à Paris qui n'a rien donné, des annonces qui n'ont jamais rien donné. Et quand ça s'est passé aux Comores, on est venu nous dire, il n'y aura pas de développement chez vous parce que vous êtes trop corrompus. C'est ce que vous a dit devant le colonel Azali. C'est la corruption chez vous qui fait que ça ne fonctionne. Justement, monsieur l'ambassadeur, puisque vous parlez de cette phrase de représentant de l'Union européenne, est-ce qu'une telle phrase peut être tenue dans une conférence comme ça, surtout en face du président
de la République. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça signifie qu'on ne nous prend pas au sérieux, qu'on n'est pas un pays sérieux. Un diplomate, vous voyez ce qui se passe là au Mali en ce moment. Pourquoi il a utilisé ce vocabulaire corruption? Est-ce qu'il n'aurait pas d'autres mots ils ont voulu dire clairement que ce n'est pas parce que les Comores ont voté pour l'Ukraine qu'on va fermer les yeux sur tout ce que vous faites. Parce que vous nous demandez de vous financer pour faire quoi? Nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire comme le développement. Vous êtes corrompu. On vous le dit. Ces choses-là, généralement, ça se murmure, ça se chuchote entre hommes d'État en aparté, dans un entretien. Mais venir le dire, deux diplomates, celui de l'Union européenne et celui qui représente la France particulièrement, qui est vraiment l'ambassade européenne qui est aux Comores, c'est la France. L'une a dit, l'autre a confirmé, ainsi c'est un État assis devant un chef d'État. Vous voyez comment on nous prend? On ne nous prend pas réellement au sérieux. Alors devant les chefs d'État africains, devant les grands États, et prenons un pays comme le Mali, qui a de gros problèmes en ce moment, tout le monde le connaît. Et qu'est-ce qu'il vient de décider? De dire à certains pays que nous ne sommes pas d'accord dans ce que vous voulez faire chez nous. On préfère que vous partez, parce que nous avons ce que nous voulons faire chez nous. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, ils savent ce qu'ils veulent faire chez eux. Ces jours-ci, il y a une représentante des Nations Unies en Afrique à qui on vient de déclarer personne non grata. On a dit dégage dans notre pays. On lui a donné 24 heures. C'est un pays qui s'assume dans ces manières. Et chez nous, on vient devant le chef de l'État pour lui dire que vous êtes corrompu. Donc, voilà ce que ça représente réellement un État quand il n'est pas pris au sérieux, quand il n'est pas considéré comme un État solide, fort, souverain. Souverain, c'est pas de dire je suis souverain, je fais ce que je veux. Non, je suis souverain parce que je suis capable d'assumer ce que je fais, de ce dont je dois faire en État par rapport à ma population et dans la relation internationale. Nous n'en sommes pas encore là dans les Comores. Maintenant, on peut, moi ce que j'appelle chez M. Assoumani Azali, une fuite en avant. Pourvu que j'aille quelque part et dire que, bon, comme il aime voyager, ben, il va passer son temps à voyager, il n'y aura plus de pilote, parce qu'un président de l'Union africaine va bouger beaucoup. Il n'y aura plus de pilote, à part les réunions internationales où il aime aller, il y a les réunions proprement africaines, où il faut qu'on soit là pour prendre des décisions. Alors, est-ce qu'il va sous-traiter tout ça? Merci, monsieur l'ambassadeur. Sachez que nous avons plusieurs sujets à aborder ce soir. Dernière question avant d'entamer un autre sujet. Comment vous avez expliqué qu'il y a des grands pays qui auraient pu être candidats, mais qui ont préféré décliner leur candidature, notamment Madagascar. Vous avez parlé aussi d'autres grands pays, le Kenya et autres. Pendant ce temps-là, Ben Salam se réjouit de ce probable présidence de l'Union africaine de Azali Assoumani. Comment traduisez-vous cela? Écoutez, moi j'ai plutôt quelque chose qui me fait rire dans cette affaire. Imaginez que le président du Kenya décide d'envoyer le chef de l'opposition aux Comores. Il décide, c'est vous qui allez rencontrer le colonel Azali. Le Kenya peut le faire. Comme le Tanzanie a envoyé M. Kikwete. Et je précise que Mme Samia Suluhu, quand elle a envoyé Kikwete aux Comores, Kikwete n'était plus président, n'avait aucune autre fonction. À ce moment, au même moment, Mme Suluhu était en train de négocier avec le chef de l'opposition de Tanzanie qui était en exil. Il était en train de négocier avec le chef de l'opposition, il envoie un ancien président pour faire libérer un ancien président qui est mis. Vous voyez, comment M. Azali pourrait réagir devant des situations comme cela? Il réagirait peut-être, et ça c'est un autre problème qui pourrait se poser, comment il avait réagi lorsque M. Lamamra était allé
au Comores au nom de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, allez vous occuper de vos histoires algériennes. Alors que lui, il n'était pas allé là-bas au nom de l'Algérie, il était allé au nom de l'Union africaine. Et aujourd'hui, M. Lamamra est ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Vous pouvez imaginer ce genre de difficulté dans la manière de conduire ces problèmes-là. Alors, Beit Salam, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment faire la fête, ils aiment faire les cérémonies, ils aiment faire ce qu'on appelle aujourd'hui le hayasa. C'est ce qu'ils vont faire. Ils pensent que l'Afrique peut être gérée de cette manière-là. Moi, je parie que ou le colonel Azali va faire des gaffes, il en fait, hein. C'est pas ni la première ni la dernière, il en fait, ou il va devoir sous-traiter sa présidence, de la confier à d'autres pour dire voilà, des solutions. L'Afrique va être gérée comment? C'est une grosse question pendant 1 an si M. Azali devient président. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel nous, Comoriens, nous devons de suite nous positionner. Il ne faudrait pas que les Africains croient que nous allons être contents de ça. Parce qu'ils vont dire après, ah, vous les Comoriens, vous avez voulu être président, et vous voyez ce qui se passe. Non, il faut que l'opinion africaine sache dès maintenant que les Comoriens, ce n'est pas ça qu'ils souhaitent. Ils veulent que leur pays soit géré par quelqu'un qui sait gérer un État et laisser des prétentions continentales à ceux qui en sont réellement capables. Sans se sous-estimer, nous avons des intellectuels africains, des intellectuels comoriens qui sont africains, qui ont eu des responsabilités à l'international. Notamment, nous avons eu 2 diplomates à l'époque qui étaient au Conseil économique pour l'Afrique, Conseil économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Nous avons des gens qui ont travaillé à l'Union africaine. Nous avons des personnalités qui ont pesé sur la vie politique à l'international par leur capacité. Je citerai Al-Marhoum Ali Ashruti Burhan qui était à la Banque mondiale. Je ne sous-estime pas les Comoriens. Je pense que le colonel Azali n'est pas la personne appropriée pour de telles responsabilités, vu son incapacité à gérer le moins de millions d'habitants qui sont sous sa responsabilité, au point que pour la première fois dans notre pays, nous avons failli arriver à la famine. Et en parlant de famine, prenons l'exemple de l'Éthiopie, un pays dont on disait qu'il était dans totalement la famine et qu'on chantait, qu'on faisait des chansons pour les aider pour survivre. Aujourd'hui, c'est un des pays réellement en voie de développement avec un niveau d'économie élevé, mais ils ne prétendent pas aujourd'hui à diriger l'Union africaine parce qu'ils ont leurs problèmes avec le Tigré, ils ont des problèmes internes, ils préfèrent les régler que de s'occuper de gérer l'Union africaine, alors qu'eux, ils n'avaient même pas à investir, ils sont déjà à Addis Abeba. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à notre chroniqueur principal, Mohamed El Hadandil. Et voilà, Azali Assoumani est probablement le seul candidat pour la présidence de l'Union africaine. Azali Assoumani a des problèmes avec ses pays voisins, notamment Madagascar, à cause du problème des lingots d'or qui a été évoqué dans notre émission. Il y a un problème avec le Tanzanie de Samia Suluhu que monsieur l'ambassadeur nous a expliqué. Et tout cela, malgré tout ça, Azali Assoumani décide de faire cavalier seul pendant que les autres pays, les autres grands pays de la sous-région déclinent la candidature. Comment trouvez-vous Azali Assoumani? C'est lui qui a créé la Kouroukourou et qui venait de créer encore une fois la Cour de sûreté de l'État. Condamner un ancien président à la perpétuité, le jeter en prison, et puis tout d'un coup, Patiti, il sera demain à la tête de l'Union africaine. Comment expliquer tous ces micmacs de Azali Assoumani? Comme l'a annoncé M. l'ambassadeur, c'est au niveau international, les Africains et les autres continents doivent savoir que ce n'est pas le sujet qui réjouit les Comoriens aujourd'hui. Parce que si nous luttons, nous déclarons qu'Azali n'a pas les capacités de conduire notre pays, ça va de soi que nous allons également déclarer qu'il n'a pas les capacités de
conduire la présidence de l'Union africaine. Donc, nous alertons sur ce point que, certes, il va y avoir des conséquences qui ne vont pas réjouir tout le monde, et il ne faudrait pas que ces conséquences, demain, viennent peser sur les Comores, parce que je pense que l'Union africaine est bien avertie sur la façon de gérer d'Assoumani Azali, de gérer les affaires d'Assoumani Azali, vu les différentes plaintes qui ont été, les différents entretiens qu'il y a avec les responsables de l'Union africaine au sujet de la mauvaise gestion, au sujet de la corruption, au sujet de la dictature qu'impose Assoumani Azali sur l'Union des Comores. Donc tout le monde est averti que demain, s'il confie la présidence de l'Union africaine à Assoumani Azali, qu'on ne vienne pas demander des comptes aux Comoriens, mais qu'on aille demander des comptes à Assoumani Azali et à ceux qui vont l'investir comme président de l'Union africaine. Parce que ce n'est pas du ressort des Comoriens, mais c'est du ressort de l'Union africaine qui confie cette présidence à Assoumani Azali. Et bien sûr, c'est un sujet qui va réjouir Assoumani Azali parce que c'est quelqu'un qui aime gouverner par l'événement. C'est la gouvernance par l'événementiel. Donc, on sait qu'à chaque 2-3 mois, il aime sortir un concept qui va occuper l'actualité pour faire oublier ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'a pas de programme pour gouverner les Comores, encore moins un programme ou une vision pour gouverner ou pour mener l'Union africaine. Donc c'est voué à l'échec d'avance, malheureusement pour l'Union africaine. C'est tout ce que je peux annoncer, qu'ils sont avertis, ils sont au courant de ce qui va se passer et que les comptes à rendre, c'est Assoumani Azali qui aura des comptes à rendre et non pas l'Union des Comores. Donc je pense qu'on peut aller sur le deuxième sujet, qu'on en a longuement parlé de ce sujet, que tout le monde est averti aujourd'hui de... Merci. Permettez-moi de rajouter quelque chose. Bien sûr, monsieur l'ambassadeur, allez-y. C'est-à-dire que nous aussi, nous autres Comoriens, il ne faut pas qu'on idéalise l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation qui a plein de ses défauts, et par rapport aux Comores, vous rappelez que les élections, prétendues élections présidentielles anticipées, vous vous rappelez aussi le référendum, pour changer la constitution, l'Union africaine, pour le référendum, avait estimé que dans les meilleurs des cas, il y avait 20% de participation. Dans le meilleur des cas. Les observateurs nationaux avaient dit moins de 10%. Et pour le présidentiel anticipé, l'Union africaine avait dit il n'y a même pas de possibilité d'évaluer ces élections. Et puis, la vie continue. Donc, l'Union africaine, avant, les Comoriens disaient Kafungu Kafungua. Donc là, l'Union africaine est là. Ça ne règle rien, mais elle est encore là. Donc, quelqu'un comme Azali peut dire allez, je continue comme ça. Mais, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est ce qu'on vit au Sahel. Les conséquences, c'est les migrants qui meurent sur la Méditerranée, de cette incapacité de l'Union africaine à régler le problème. Et la conséquence, a été aussi la mort de Kadhafi. Le président Kadhafi, on peut lui reprocher des choses, on peut être d'accord avec lui sur des choses. Il a su gérer le problème de l'immigration. Mais en même temps, M. Kadhafi avait proposé une monnaie pour l'Afrique, avait proposé un seul État pour l'Afrique, comme les États-Unis, avait proposé de financer, de régler le problème de l'eau pour l'Afrique. Il est mort. Il avait financé beaucoup de choses pour les États africains. L'Afrique n'a pas été capable de réagir par rapport à cela. Donc, l'Union africaine, on peut se poser des questions si réellement ce choix du colonel Azali pour aller diriger l'Africaine, ce n'est pas que les chefs d'État africains se sentent tous dépassés par les événements. On peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ne se disent pas, dans le monde actuel, tel qu'il est, vaut mieux que chacun s'occupe de son État, et puis l'Union africaine, on verra après, confions-lui à celui qui veut,
on verra l'année prochaine, l'année 2024, comment ces choses vont se passer. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Swali Mohamed Swali. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre, Swali Mohamed Swali est un ex-ambassadeur des Comores auprès des Nations Unies. Nous avons abordé le sujet de Azali Assoumani sur l'Union africaine. Vous avez entendu comme moi qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Union africaine n'intéresse presque personne. C'est peut-être pour ça que Azali Assoumani se trouve, il saute sur l'occasion pour jouer avec ce joueur de l'Union africaine. Malheureusement. Malheureusement. Nous allons aborder notre deuxième sujet, monsieur l'ambassadeur. Nous nous rappelons que avant d'être mis en résidence surveillée, l'ex-président Sambi était dans sa résidence à Ouadjouyou, où il avait parlé, si je me rappelle très bien, qu'il y aurait un projet pour l'assassiner. Il y a des gens qui veulent sa peau. Je me rappelle très bien de ce discours, je l'ai même relayé sur ma chaîne YouTube. Et ce sujet, malheureusement, après sa condamnation à la perpétuité par la Cour de sûreté de l'État de Jules Omar, ce sujet a fait surface hier. Les réseaux sociaux se sont déchaînés toute la journée pour nous expliquer qu'il y a un projet qui a été planifié par le colonel Azali Assoumani, qui est parti à l'étranger et qui avait demandé, voire même organisé, une équipe pour assassiner Azali Assoumani pendant Sambi, excusez-moi, merci Mohamed El Adil. Est-ce que vous pensez que Azali Assoumani est capable d'aller jusqu'à là, vous qui le connaissez un peu plus, même si beaucoup de Comoriens pensent, et ce sont parmi les gens qui sont dans cette équipe d'assassinat qui ont préféré dénoncer les faits. Qu'en pensez-vous déjà de ce message? Et est-ce qu'Azali Assoumani est capable de faire quelque chose comme ça? D'abord, c'est une affaire très très grave, très très sérieuse pour l'histoire de notre pays. L'emprisonnement à vie de l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, dans un déni total de ce qu'on peut appeler justice, est un cas très grave et qui, on peut espérer, il faut prier pour notre pays, que ça ne devienne pas une jurisprudence. Parce que, à ce moment-là, avec tous les problèmes que nous avons dans notre pays, pour l'instant, nous avons très mal vécu la période du séparatisme enjoinné. Mais il faut savoir qu'un pays, à un moment donné, peut basculer dans la guerre civile. Il ne faut jamais se dire qu'un État, tel qu'il est, les choses ne peuvent pas se passer. Personne n'avait prévu de guerre civile au Rwanda. Personne n'avait prévu que la Somalie, que nous connaissions depuis longtemps, nous entendons dans notre enfance parler de Mogadiscio, on ne savait même pas où c'était, mais on entendait. Personne n'avait pensé qu'on arriverait à une situation où il n'y aurait même pas d'État. Et on ne peut pas jouer avec ces questions-là. Et jouer avec la vie du président, de l'ex-président Sambi, peut entraîner des conséquences dont on ne sait pas comment les mesurer. Alors, évidemment, Assoumani Azali, vous avez utilisé le terme tout à l'heure de Kouroukouros. Je ne sais pas si tous nos téléspectateurs comprennent. C'est quelqu'un qui avait dit une cour constitutionnelle, c'est pareil qu'une cour suprême. Merci. Une cour, c'est une cour, peu importe ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc, sa vision du droit et de l'état de droit, c'est peu importe, l'essentiel c'est d'avoir quelqu'un qui a signé n'importe quoi. Et c'est le cas du procès qu'il y a eu contre l'ex-président Sambi. On a décrété une cour de sûreté de l'État qui n'existe même pas dans le système judiciaire. On a eu des avocats avec qui on leur disait « taisez-vous, vous ne pouvez pas parler ». On n'est pas en Belgique.
On n'est pas en Belgique, on est Comores, comme les Belges doivent avoir l'état de droit, les Comoriens non. On a eu cette mascarade judiciaire. Je vous avais dit peut-être dans une émission où je me demande si on ne doit pas d'abord penser à rire et à se moquer du juge Omar. Essayez de savoir qu'est-ce qui devient maintenant ce juge. Donc ces questions-là, colonel Azali, il a pensé qu'il a suffi de monter cette mascarade pour qu'on dise bon, maintenant Zambie c'est fini. Le problème est réglé. Et non, c'est devenu encore plus difficile pour lui d'expliquer au monde qu'on peut organiser n'importe quoi comme système judiciaire au vu aussi de tout le monde. Et ensuite, penser que bon, allez maintenant je passe à autre chose. Non, partout il passe, on lui parle de Zambie. Partout il passe, on lui parle encore toujours de Zambie. Et peut-être qu'il va dire, la seule solution, peut-être qu'il faut que cette personne ne soit plus de ce monde. Et moi, je ne serais pas étonné que le colonel Azali fasse ce genre de choses. On sait qu'il a fait exécuter, il a exécuté lui-même l'officier Apache. Ouais, et il a mis le corps sur les capots. Sur un capot d'une voiture et circulé dans la capitale avec un cadavre sur un chapeau. Ce n'est même plus de l'humain. On sait qu'est-ce qui s'est passé quand 3 militaires ont été tués au chef, au camp. Cas de référence de Kandali. Hein. C'est là où il y a l'état-major de l'armée. Il n'y a jamais eu d'enquête jusqu'à maintenant. Et pendant ce temps-là, quand on lui a annoncé qu'il y a eu cette fusillade et c'est mort, il était en train de danser, il a continué à danser. Il a pris juste faire un saut, aller sur une autre île pour faire comme s'il n'était pas au courant. Il y a un ancien de la garde présidentielle, le capitaine Bapalé, qui a été assassiné dans un camp militaire et qui a été enterré comme un rat, paix à son âme, avec ses tenues ensanglatées. Donc une personne qui fait comme ça, eh bien, effectivement, il n'a aucune comment dire, une image de ce que c'est que l'humanité, comment on traite l'être humain. Ce n'est ni musulman, ce n'est ni militaire, parce que les militaires, même quand vous tuez un soldat dans une guerre, vous l'enterrez, vous le saluez. Entre militaires, c'est ce qu'ils appellent les frères d'armes, même quand vous êtes dans Même pendant la période noire de notre histoire, l'époque de Bob Denard, il ramenait les corps des personnes qui l'auraient exécuté pour que ces personnes-là soient enterrées selon les rites. Il les ramenait aux familles. Et ça, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, voilà. Alors, le colonel Azali, s'il fait assassiner quelqu'un, pendant qu'il est en voyage, il dit j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, on va peut-être faire une enquête, et puis, pensant qu'après tout le monde va oublier, je dis attention, il y a des limites à tout, et qu'un pays, encore plus un État pluri-insulaire, où tout peut basculer à n'importe quel moment. Personne n'avait entendu le séparatisme en Joanné, et aujourd'hui le séparatisme s'est installé dans l'ensemble de l'archipel. Tout ce qui peut se passer, personne ne peut savoir réellement qu'est-ce qui va advenir dans notre pays en jouant avec la vie des autres, encore moins des personnalités symboliques, un ancien chef d'État qui est la personne la plus populaire au Comores et qui est en même temps un imam, un chef religieux, donc qui a ses soutiens et qui a sa famille. C'est comme chacun de nous, chacun a sa famille, chacun a ses amis, chacun a ses relations qui peuvent réagir à ce genre de situation. À la limite, que dites donc, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, que dites donc aux proches de l'ancien roi? Ils doivent avoir peur. Qu'est-ce que vous les conseillez maintenant? Moi je dis dans ça, et les familles savent que nous sommes très préoccupés par rapport à la situation du président Zambie. Moi personnellement, ce que je craignais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on laisse le président Zambie dans son état de santé dont on a vu comment il était au tribunal. Il a fallu, c'est une personne robuste, le président Zambie.
Vous imaginez, le président Sambi, au moment où il allait se faire élire président, il allait jouer au basket. C'est pas un infirme. Je n'ai rien contre les infirmités des uns et des autres. Il faut être. C'est un sportif. C'est quelqu'un physiquement qui a sa force et qui, au moment d'aller au tribunal, a besoin qu'on le tienne pour pouvoir marcher sur les escaliers. Et ici, moi, ma crainte, c'est celle-là, c'est qu'on le laisse se dépérir, et puis à un moment donné, on dit, bon, maintenant, on le laisse partir pour aller se faire soigner, alors qu'il y a eu un plan pour l'éliminer, pour dire, bon, il est décédé à l'extérieur. En tout cas, je ne souhaite pas à notre pays qu'il puisse se passer ce genre de choses. Jusqu'à présent, Sambi a été considéré comme un otage. Il a été pris en otage parce que le colonel Azali sait que Sambi, une fois qu'il est à l'extérieur, une fois qu'il a la possibilité de s'exprimer, et on l'a vu, les seules minutes qu'il a eues au tribunal, c'est le juge qui a été complètement dépassé. Complètement dépassé parce que Sambi a juste pris la parole. Alors vous imaginez Sambi, qu'il serait libre de ses mouvements. Or, c'est une personne, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand on lui accusait qu'il était avec de la corruption et de la malversation, il était à l'extérieur. Il a eu le courage Je rentre dans mon pays pour rendre compte à mon pays, même si ma crainte, ce n'est pas la justice, mais l'injustice. Il a eu raison, et effectivement, il avait dit, quand il est arrivé aux Comores, il avait dit qu'il y a des gens qui veulent son élimination, et il a dit aussi que si il est sous tombe, ce qu'il attendrait, c'est que ceux qui l'ont éliminé le rejoignent dans peu de temps dans la tombe, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, après, il pense qu'il y a le jugement supérieur. Le jugement supérieur, c'est celui du Créateur. Et tout musulman qui a la foi, c'est qu'à un moment ou un autre, on a des comptes à rendre à notre Créateur, le Tout-Puissant, Allah. Merci beaucoup. Nous allons écouter notre ami chroniqueur Mohamed El Adandi. Voilà, le problème pour Sambi maintenant, ça a été évoqué par l'ambassadeur, c'est que il craint le pire, que on empoisonne par exemple Sambi, puisqu'on a vu son état qui est totalement dégradé, et qu'on lui laisse partir pour faire croire aux Comoriens qu'il est mort à l'extérieur, alors qu'il serait probablement mort. Que pensez-vous de cette option, et que pensez-vous du cas Sambi en général? De toute façon, des rumeurs comme ça, je ne veux pas dire que ça sort de nulle part, parce que le cas de Sambi, c'est une épine sous le pied du colonel Assoumani Azali. Tout le monde le sait que de partout où il va, on lui pose la question. Le sujet de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi revient sur la table. Donc c'est un sujet qui lui pose beaucoup de problèmes au niveau national, au niveau international. Donc si Azali réfléchit d'une manière ou d'une autre pour se débarrasser de Sambi, donc ça n'étonne personne. Et on sait de quoi Azali est capable. Donc, vous, monsieur l'ambassadeur, et toi-même, vous avez cité les différents cas dont Azali est directement ou indirectement lié sur des affaires de meurtre. Et malheureusement, Assoumani Azali, sur des sujets comme ça, n'a même pas eu le courage de s'expliquer. Quand tu es chef de l'État et qu'on fait assassiner l'ancien militaire dans un camp militaire et que le chef de l'État n'a même pas eu un mot à dire pour condamner, alors que c'est un ancien militaire, pour condamner ou réclamer que justice soit faite, donc ça laisse comprendre ce qui est Azali Assoumani, et ça laisse aussi entendre qu'il cautionne ce qui s'est passé, parce que c'est lui qui ne condamne pas des actes barbares, donc c'est qui les cautionne. Donc si Assoumani Azali, s'il empoisonne, ou s'il y a des complots pour empoisonner Ahmed Abdallah Mohamed Sambi,
c'est dans la continuité de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Quand on met quelqu'un en prison pendant 4 ans, sans jugement, et quand on décide enfin de le juger sous la pression nationale et internationale, et qu'on monte en pièce une cour de sûreté pour le juger, qu'on monte des faits de haute trahison, c'est que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, il a été emprisonné pendant 4 ans, jugé pour haute trahison, et si on l'empoisonne, on décide de l'éliminer, ça n'étonnera personne sur notre pays. C'est dans la continuité, et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas suffisamment de réaction au niveau de la population comorienne pour contester, pour alerter ce danger qui va exploser notre pays si ça se réalise. Merci mon ami Monedela Dantil. Une dernière petite question. Même si vous avez l'habitude des conseillers ou proches de Sambi, mais dans le cas actuel des choses, c'est vrai que M. Sambi a déjà donné des consignes. Si jamais mon sang coule, j'aimerais bien que les assassins et leurs complices me suivent directement dans ma tombe. Quel message avez-vous pour les proches? Le sang de Sambi, il coule. Reste à savoir quand est-ce qu'il va se vider complètement. Mais le sang de Sambi, il coule. Ça fait 5 ans quand on est en prison pendant plus de 4 ans, c'est que la personne se vide de son sang. Mais il reste à savoir quand est-ce qu'il va complètement se vider. Que Sambi va être sous terre. Quand est-ce qu'on va enterrer le corps? Voilà. Donc, c'est dommage. S'il y a des consignes à appliquer, je dirais que c'est le moment de les appliquer. Donc, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, s'il y a des efforts à faire pour sauver Sambi, donc ces efforts, c'est le moment de les appliquer. Mais sinon, après, ça sera trop tard et ça ne va rien résoudre après, si ce n'est que d'envenimer la situation, mener le pays dans le chaos. Donc, s'il y a des actes, si la famille de Sambi, le proche de Sambi, la famille politique de Sambi a des choses à défendre, a des solutions, a des réactions à montrer au mauvais traitement que subit l'ancien président Sambi, c'est le moment de se manifester, c'est le moment de mettre tout en œuvre tous les manœuvres possibles pour sauver Sambi, parce que tout le monde sait que tant que Sambi est dans cette prison, la vie de Sambi est menacée, il peut tomber à tout moment. Que Dieu nous préserve, Inch'Allah. Monsieur l'ambassadeur, nous venons presque... Excusez-moi, oui, parce que je voudrais qu'on comprenne que la famille de Sambi, bien entendu, elle ne dort pas. Elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver leur père, leur oncle, leur mari. C'est une personne humaine, hein, comme tout le monde. Et en plus, dans un déni d'injustice complet. Qui fait penser, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en France, ce qu'on appelait l'affaire Dreyfus dans l'histoire française, l'histoire judiciaire française. Et qu'est-ce que ça a donné? C'était pas l'affaire de la famille de Dreyfus, c'était l'affaire de la nation française. La France était divisée complètement par rapport à cette affaire-là. Et c'est ce qui se passe aux Comores. Si il arrive par malheur ce que le colonel Azali, dont on dit qu'il est en train de vouloir mettre en place, c'est la nation comorienne qui est en jeu. Parce que tout être humain va décéder un jour ou l'autre. Nous sommes appelés à disparaître, et que l'on soit musulman ou non, nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu, c'est vers Dieu que nous allons retourner. Peu importe dans quel moment, chacun sait qu'il va partir. Mais il y a des morts qui entraînent des catastrophes. Il y a des morts dont, quand on perd son propre enfant, on ne peut que pleurer. Notre prophète a pleuré quand il a perdu son fils. Mais il y a des morts qui entraînent d'autres morts. Il y a des morts qui entraînent des catastrophes dans un pays. C'est de cela que je voulais attirer l'attention, de ne pas se dire c'est l'affaire Sambi, l'affaire famille Sambi. Non, ça c'est l'affaire des Comoriens, c'est l'affaire des Comores. Et alors, si ça devait arriver au moment
Assoumani Azali serait président de l'Union africaine, c'est le problème de l'Afrique. C'est quelque chose qui pèserait sur l'Afrique d'avoir un chef d'État qui présiderait l'Afrique au moment où un ancien président mourrait dans des conditions que personne ne pourrait expliciter. La mort naturelle arrive partout, mais quand on meurt dans une prison, c'est tout à fait autre chose. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bon, je vais résumer. Vous avez tous entendu, si jamais l'ex-président Sambi meurt dans les conditions qu'on nous annonce, vous avez entendu l'ex-ambassadeur des Nations Unies sur Mohamed Charlie qui dit que ce n'est pas une mort d'une seule personne. En résumé, ce sera la mort de notre pays. Donc je pense que c'est le terme que notre ambassadeur voulait nous expliquer. Qu'une mort n'est pas forcément une mort. Monsieur l'ambassadeur, nous venons à la fin de notre entretien, mais je pense qu'il y a une question aussi de l'actualité, mais cette fois-ci au niveau, je vais dire, au niveau national, qui concerne l'actuel maire de Moroni, qui est un ex-député. On vous pose cette question puisque non seulement ça concerne une vision politique d'une personne, mais aussi ça concerne la ville où vous êtes né vous-même. Il s'agit de M. Fatah qui a déclaré que, je cite bien, puisque ce sont des propos qui sont sortis et qui ont été rapportés par beaucoup de témoins, que si jamais il avait le pouvoir d'Azali Assoumani, aucun Nanjouanais ne vivrait en Gazidia et à Moroni très particulièrement. Comment jugez-vous des propos pareils? Alors, si vous permettez, je réagirai en tant qu'originaire de Moroni, comme vous l'avez dit. C'est ma ville que j'aime, comme chacun aime sa ville. Je peux réagir aussi en tant que responsable d'un parti politique, parce que ça c'est une question politique. Je le dis, je suis président d'un parti. Nous avons en opposition le parti qui s'appelle le Mouvement démocratique alternatif pour l'innovation et l'écologie. Un parti qui prône le changement dans la manière de gouverner pour arriver à une bonne gouvernance dans notre pays, démocratique, mais qui prend en compte les évolutions de ce monde où nous devons sauver notre planète. Et les îles sont en particulier bien, plutôt mal placées, si on peut dire, par rapport au changement climatique. Alors, par rapport à cette double position de Moronien et de responsable politique, je voudrais que l'on comprenne, c'est quoi Moroni? C'est quoi Moroni? Moroni, c'est la capitale des Comores. Alors, cette capitale, comme toute capitale, ne fait pas résider que les Moroniens. Elle reçoit l'ensemble des Comoriens. C'est la ville où tous les Comoriens... Même tout le monde, même ceux qui ne sont pas Comoriens, mais qui... Bien entendu, ceux qui viennent vivre aux Comores, n'étant pas Comoriens, ils vivent d'abord dans la principale ville. C'est là où ils ont les principales activités, qu'ils soient diplomatiques ou économiques, ou même purement familiales. La ville de Moroni accueille tous ceux qui veulent habiter aux Comores, d'une manière ou d'une autre. C'est le carrefour des Comoriens. Alors, cette capitale, comment elle est constituée? Elle est constituée d'une partie de Moroniens, de gens originaires de Moroni, nés pas seulement parce qu'ils sont nés à l'hôpital à Moroni, mais nés de familles moroniennes. Et ces familles moroniennes elles-mêmes, personne ne peut dire qu'il est d'une famille moronienne qui n'a pas d'attache avec d'autres localités. Par l'histoire elle-même, un des plus vieux notables, paix à son âme, qui s'appelle Ali Wabwana, expliquait que les premiers résidents de Moroni venaient de Limani, à l'est de la Grande Comore, notamment de Sangadjou, Limani. Ce sont les premiers qui sont venus fonder la ville de Moroni. Et tout Comorien et tout Moronien a d'autres attaches.
Il y a des Comoriens avec des attaches anjouanaises, il y a des Comoriens avec des attaches mahoraises, il y avait des Comoriens avec des attaches moéliennes, avec des Comoriens avec des attaches de Madagascar, il y a des Comoriens avec des attaches du Yémen, de Oman, Française. des attaches françaises, et même on peut trouver aussi des Comoriens, indiennes, etc. Et tout le monde se retrouve à Moroni. Et jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, la richesse de cette ville, c'est qu'on n'a jamais vécu une situation où on dit, ben, on ne veut pas voir les autres qui ne sont pas nés à Moroni comme des familles moroniennes. Parce qu'il y a 3 catégories dans la ville de Moroni. Il y a les Moroniens d'origine par leur famille, qui ont, comme dans tout village, toute localité des Comores, leur système de ce que nous appelons le Handanami, les traditions, qui se font dans l'ancêtre du système comorien traditionnel. Et puis, il y a ceux qui viennent des autres îles, de l'archipel et de l'extérieur de l'archipel. Et puis, il y a ceux qui viennent, comme dans tout pays, de l'arrière-pays de l'île de Ngazidja, sont qu'on appelle les victimes de l'exode rural, par l'évolution du pays. Ces populations-là vivent ensemble. Et Moroni a produit quelque chose que M. Abdel Fattah lui-même a bénéficié. C'est quoi? Moroni est l'une des villes où on peut être élu député sans être nécessairement de père et de mère de Moro. Sans avoir une affiliation. Nous avons des députés qui ont été députés à Moroni, maire dans le Badjini ou maire dans le Hamahame. Abdel Fattah lui-même, il a bénéficié de ce système. Puisque un de ses parents n'est pas de Moroni. Et la ville de Moroni, ça apparaît dans la vie normale des Moroniens. Alors, moi-même, je suis né dans un quartier où, dans ce même quartier, il y a des gens dont le père est de Mayotte, ou la mère est d'Anjouan, ou de Moélie. Dans notre quartier, qui est un quartier quand même important, un petit quartier en termes géographiques, mais important puisque, je peux vous le dire, dans ce petit quartier, on a eu le plus grand chef de confrérie des Comores, Al-Marouf Sedmad Michel, qui a sa zawiya là. Dans ce quartier, on a eu un ancien président de la République, le prince El Mohamed Jafar, c'est là chez lui, dont c'est la famille Al-Masali Ba'alawi qui viennent d'Anjouan. Eux, ils viennent d'Anjouan et ils ont eu le palais royal à Moroni et ils ont produit un président de la République en étant moitié anjouanais, moitié de la Grande Comore. Et dans ce quartier, le président c'est Mohamed qui était venu se marier là. Et lui aussi, il a ses attaches dans les autres îles où il s'est marié, notamment en Anjouan. Donc, c'est la vie de Moroni qui est quelque chose à préserver, comme le disait Al-Marhoum Said Hassan Sedachim, l'ancien ministre, ancien ambassadeur à Paris, qui lui venait de Fumoni, à sa famille aussi à Moroni. Un autre ancien ambassadeur, Ali, qui a ses attaches à la fois dans le Mboulé et à Madagascar, a fondé sa famille à Moroni. Donc cette richesse de Moroni, nous tenons à la préserver. Et ce dérapage, si je peux ne pas dire plus, ce dérapage du maire Abdel Fattah est quelque chose qui est totalement condamnable. On ne peut pas se permettre dans un pays de dire vous n'êtes pas né là, vous avez à dégager. Toute personne qui pense démocratie ne peut pas raisonner comme cela. Sinon, comment Jacques Chirac aurait pu être maire de Paris? Ça aurait été impossible. Or, la démocratie française, elle a évolué avec cette manière-là. Alors, il y a autre chose dans ça sur lequel je voudrais aussi insister. Sur cette difficulté-là, attention. Moi, je n'oublie pas que c'est en agissant de cette manière-là qu'on nous a préparé un coup d'État
en 1999, si je me rappelle bien. On nous a préparé avec le colonel putschiste Azali Assoumani. On nous a sorti juste une différence de prononciation des mots. Le citron en comorien, Dimou en Gazidja, Ndrimou en Zouani, donc un R au milieu. On a voulu produire une guerre civile. Et là, on veut toucher à cela. Or, l'actuel maire de Moroni dit toujours qu'il a ses attaches avec la présidence. Il dit toujours qu'il est lié dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait en politique, qui se réfère à la présidence. Or, cette personne qui a vécu avec nous à Marseille, il a été élevé à Marseille. Il connaît l'histoire de Marseille, qui est l'histoire de Protis Égyptis. Donc, c'est une ville qui a été basée sur les apports des différents migrants. Et lui, il en a bénéficié de la ville de Marseille. Donc, cette affaire-là, c'est quand les gens oublient comment on construit le vivre ensemble, c'est pour provoquer d'autres drames. Et si on provoque un drame, tout à l'heure nous parlions de Sambi, si on provoque un drame, qu'est-ce que ça peut être pour la nation? Alors si on provoque un drame dans notre capitale, en voulant stigmatiser une population, sous prétexte qu'on veut faire des améliorations de la vie de chacun, on sait très bien où ça va aller. Ça va créer encore un chaos dans le pays, mais peut-être que le pouvoir a besoin de ce chaos. Peut-être que le pouvoir a besoin de ce chaos pour légitimer la possibilité de rester encore en disant il n'y a que le colonel Assoumani Azali et ses militaires qui peuvent gérer ce pays. On peut considérer que peut-être, quand on veut analyser les choses, le pouvoir politique tel qu'il est aujourd'hui, tellement honni, tellement rejeté par la population, peuvent nous préparer un coup d'État contre lui-même pour gérer le pays uniquement avec des militaires. Moi, je n'exclus pas ce genre de possibilités et que je ne sais pas si le député maire, enfin l'ancien député qui est aujourd'hui maire de Moroni, est en mesure d'appréhender ces choses-là. Je vais laisser la parole à Mohamed El Haddadi, mais il y a une question que j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Puisque vous avez expliqué, Monsieur Abdel Fattah, c'est quelqu'un qui a vécu à Marseille. Marseille, c'est une ville, comme vous l'avez exprimé, cosmopolite. On a tout le monde. Les Anjouanais, il y a des Anjouanais qui ont leur maison là-bas, leur habitation là-bas, donc ils vivent là-bas, donc ils sont de Moroni. Comment est-ce que quelqu'un comme Abdel Fattah, qu'on pense être multiculturel, c'est aussi le responsable du hedge, hein? Comment est-ce qu'une telle personnalité pouvait tenir des propos racistes pareils? D'abord, vous me donnez l'occasion de vous dire une chose. Dans sa jeunesse, quand il était élève ici à Marseille, M. Abdel Fattah a failli se faire expulser de France. Il avait été arrêté, il était au commissariat, il allait être expulsé. Nous, qui étions des étudiants, en tout cas moi en particulier, nous avons mobilisé les syndicats des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants comoriens, ni des étudiants marseillais, ce qu'on appelait l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Nous avons mobilisé, comme c'est arrivé dans d'autres cas, des militants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de lutte contre le racisme et de défense des droits des immigrés, pour que M. Abdel Fattah ne soit pas expulsé. Il a bénéficié de ça à Marseille, dans sa propre vie. Donc, si le pouvoir lui monte à la tête, et qu'il pense qu'il peut dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a envie et faire ce qu'il veut, c'est se régner lui-même dans son propre parcours. Je n'ai pas envie de l'accabler parce que moi la question, est-ce qu'il est réellement en mesure d'appréhender l'ensemble des questions telles qu'elles se posent pour construire une nation? Et vous venez de rajouter qu'en plus il est responsable du pèlerinage. Quand on est responsable du pèlerinage, la première des choses c'est de se dire qu'est-ce que Dieu va penser de ce que je fais? Si on est réellement profondément croyant, moi je le crois, je pense qu'il est croyant, de se dire que je suis en train de commettre une faute, parce que ce n'est pas seulement une erreur, je suis en train de commettre une faute,
Et tout responsable qui commet une faute, de se dire comment je vais corriger cette faute. Parce que le vivre ensemble, le vivre en commun dans un pays, en particulier dans une capitale, c'est quelque chose que j'allais dire qui est vital pour le devenir d'une société. Si on ne prend pas cela en compte, les dérapages, c'est très 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 vite comme une traînée de poudre qui peut entraîner des choses irréparables et que les gens croient qu'ils peuvent maîtriser. Ou quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Et je suis persuadé en tout cas que la communauté anjouanaise qui vit à Moroni, qui n'est pas loin de représenter 30% de la population de la ville, qui est une communauté dynamique, qui apporte un plus dans l'évolution de la ville de Moroni, que cette population-là ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser marcher sur les pieds comme quelqu'un prétend. Je peux vous assurer de ce que j'ai vu avec la communauté anjouanaise à Moroni, c'est une communauté qui construit des écoles. C'est une communauté qui est arrivée à un stade où ils ont acheté un terrain pour faire un cimetière, pour ne pas être obligé, quand il y a un Anjouanais qui meurt, de le transférer sur une autre île, alors qu'il est comorien comme tout le monde, il peut être enterré là. C'est ça ce qu'on appelle l'intégration. Or, comme je le disais tout à l'heure, on est intégré du début jusqu'à la fin. Quand l'intégration, ce qui se passe à Moroni, c'est que toute personne qui se reconnaît comme étant résident à Moroni peut avoir sa place à Moroni. Il peut devenir député, il peut même devenir maire. Par rapport, on ne se pose pas la question de savoir d'où vous sortez, on se pose la question, qu'est-ce que vous apportez? Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui pourrait être quelque chose qui nous enseignerait sur comment on développe un pays. C'est le jour où je suis allé à Rotterdam, la deuxième ville de la Hollande et des Pays-Bas. J'ai rencontré le maire. Nous avons une rencontre avec le maire qui nous avait invité une délégation de diplomates. Et quand le maire se représente, on nous a dit nous allons rencontrer le maire. Il m'a dit qu'il s'appelait Abou Talib. Le maire. Le maire de Rotterdam. Il s'appelle Abou Talib. Vous imaginez jusqu'où ce pays a pu comprendre l'intégration. Et j'ai profité pour discuter avec lui comment il a fait politiquement pour y arriver. Il me dit, moi je suis un ingénieur spécialiste en hydraulique. Et c'est un des plus gros problèmes de cette ville. Quand je suis arrivé, moi je suis originaire du Maghreb. Quand je suis arrivé, j'ai apporté ma compétence dans cette ville, dans ce domaine-là qui posait des problèmes dans la ville. Et la population a dit, c'est le meilleur maire dans notre ville. C'est quelqu'un qui n'était même pas né aux Pays-Bas. Et nous avons des gens qui sont nés aux Comores parce qu'ils sont partis d'une île vers une autre. Et probablement dans la communauté anjouanaise, la majorité est née à Moroni. La majorité est née à Moroni. On est en train de vouloir nous créer des problèmes qui n'ont aucun sens. S'il y a des problèmes de gestion à régler, ça doit se régler. Mais par bonheur, j'ai entendu quelqu'un qui est membre du conseil municipal de Moroni qui a dit mais cette décision n'a jamais été prise par le conseil municipal. Alors, il y a le problème du conseil municipal. Ce n'est pas un problème que les Moroniens ne veulent pas voir les Anjouanais. C'est un individu ou une équipe politique qui a envie de créer des problèmes pour ne pas réellement se centrer sur les difficultés de développement d'une capitale comme Moroni. Merci beaucoup. Nous allons écouter l'avis de notre ami, encore une fois, Mohamed El Adandil. Et voilà, un maire d'une capitale, quelqu'un qui n'est pas totalement de cette capitale, puisque, rappelons-le, Abdel Fattah vient de Dembéni, de maire. Il a été, comme tous les Anjouanais, adopté par la ville de Moroni. Et aujourd'hui, avant, il était député de Moroni. Aujourd'hui, il est, soi-disant, maire de la capitale. Vous qui faites les affaires... précision, sa maman est de Moroni. Ah, sa maman de Moroni. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas de Moroni. Il est de Moroni comme tous les Moroniens, que chacun vient de quelque part à Moroni. Sa maman de Moroni et son père de Dembéni, d'après nos informations.
mon ami Mohamed Elad, peu importe d'où vient sa mère, est-ce que quelqu'un, comme le maire d'une capitale, peut aller jusqu'à s'en prendre à la population active de sa ville, puisque sachons-le qu'il s'agit d'un problème des pêcheurs anjouanais, un problème de place pour les pêcheurs anjouanais. Donc c'est une population très active de Moroni, la population anjouanaise. Et comment analysez-vous ces propos et surtout comment expliquer que quelqu'un comme Fatah se réjouit du pouvoir d'Azali Assoumani? Si j'étais Azali Assoumani, je chasserais tous les Anjouanais. Comment analysez-vous ces propos, monsieur Mohamed Elad? D'abord, par là, on comprend que c'est son idole, qu'Azali Assoumani est son idole et qu'il l'admire de sa façon de gérer les pays. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas des propos comme ça, surtout qu'il fasse directement référence au pouvoir d'Assoumani Azali. De tenir des propos comme ça, directement, ça renvoie aux propos de Dimon tenu en 99 pour semer le coup d'État, pour engendrer le coup d'État d'Assoumani Azali. Donc, si le maire de Moroni, Abdel Fattah, veut suivre le chemin de son idole Assoumani Azali, croit que par là, il va pouvoir conquérir le pouvoir aux Comores en semant la zizanie entre les Comoriens d'origine d'Anjoua et les Comoriens d'origine de Ngazija. Donc je pense qu'il se trompe d'époque, parce que nous ne sommes plus à l'époque de 99. Mais par ces propos, je vais dire tout d'abord qu'il déshonore la fonction de maire, il déshonore la capitale des Comores, parce que c'est pas l'esprit c'est pas dans l'esprit des Comoriens de se distinguer par rapport à l'origine, à la ville dont on est originaire ou de l'île dont on est originaire. Mais les Comores sont connus de leur esprit de vivre ensemble. Ce sont des propos qui, moi, personnellement, me choqueraient si ça venait du maire de ma propre ville, de Mkazi. Je trouverais que c'est des propos qui déshonorent notre ville. C'est des propos qui vont à l'encontre de l'esprit comorien. Encore moins si ça vient du maire de la capitale des Comores. Donc c'est des propos, bien sûr, qui sont condamnables, que nous condamnons tous avec fermeté et que nous appelons au maire de Moroni de venir soit démentir ses propos, s'il ne les a pas tenus, parce que les extraits, on n'a pas vu son expression en direct sur cette fameuse phrase, soit venir démentir auprès des Comoriens qu'il n'a pas tenu ses propos, expliquer le contexte, soit venir s'excuser, et certes il a tenu ses propos dans tel contexte et tel contexte, et qu'il s'excuse des conséquences que cela a pu engendrer, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des propos qui peuvent passer indifférents. Ça peut pas, la situation ne peut pas, on ne peut pas laisser cette situation se dérouler comme si de rien n'était, mais le maire de Moroni a des comptes à rendre sur cette histoire et nous l'attendons devant les médias pour venir s'exprimer sur cette situation parce que par ses propos, il déshonore la fonction de maire, il déshonore notre capitale de Moroni et on sait que ce n'est pas dans la mentalité de Moronien, comme l'a expliqué monsieur ambassadeur. Ce sont des gens qui prennent le vivre ensemble, qui ont bien compris le vivre ensemble, qui sont promoteurs même du vivre ensemble. Et par ces propos, monsieur le maire de Moroni fait carrément l'inverse de l'œuvre qu'a bâti les Moroniens. Donc nous l'appelons à venir s'expliquer sur ce sujet, soit démentir, soit s'excuser de ses propos, parce que ce ne sont pas des propos que peut tenir même quelqu'un, un individu qui n'a pas de responsabilité politique, quiconque, encore moins quelqu'un qui a des responsabilités au niveau de notre pays
sur notre capitale. Donc c'est des propos qui sont vraiment regrettables et que nous condamnons avec fermeté et que je suis certain que nos compatriotes originaires de l'île d'Anjouan vont rapidement ou ont rapidement compris ce petit manège qui consiste à mener, à diviser, à divertir, parce que je vous l'ai dit tout au début que Azali c'est quelqu'un qui aime gouverner par l'événementiel, créer des situations pour parler d'une autre situation pour oublier la réalité du pays. Donc chaque jour, Azali et son équipe sont capables de créer des situations pour camoufler la réalité du pays. Et ça, c'est une situation comme tant d'autres situations. Et sans doute, nos compatriotes anjouanais ont bien compris ce manœuvre et ils ne vont pas s'attarder sur ce sujet dont nous condamnons fermement, mais ils ne vont pas en faire une montagne pour dire que les grands Comoriens ou les Moroniens sont contre les Anjouanais. Donc ils ont bien compris qu'il s'agit de Fattah, du maire de Moroni, Abdel Fattah, et il s'agit bien de la politique d'Assoumani Azali dont nous combattons tous, parce que c'est des propos, de tels propos devraient être même condamnés par le président, parce que c'est pas le maire d'une ville, d'un village éloigné, c'est le maire de la capitale. Donc ça entache non seulement la capitale, mais ça entache même le vivre ensemble dans notre pays. C'est des propos que même le président des Comores devrait les condamner, mais on sait d'avance qu'il ne va pas le faire parce que ça va dans son intérêt de division, dans son intérêt de ramener les Comoriens vers des sujets qui ne sont pas les vrais sujets pour camoufler le chaos qui est dans notre pays. C'est vrai que c'est un peu difficile, c'est un peu grave, voire même bizarre, monsieur l'ambassadeur, que des propos comme ça, ni aucun membre du gouvernement n'a essayé de calmer un peu le jeu, ni demander des excuses. Je sais que nous arrivons à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas couper notre live avant que vous donniez peut-être un message fort à la communauté anjouanaise, puisqu'il y a eu des vives réactions, notamment en Moroni, mais aussi un peu à l'international. Et quel message voulez-vous maintenant, à cause de ces propos, donner aux Anjouanais, une population que des fois on a tendance à penser que Solima Metrali aime beaucoup plus les Anjouanais que les autres îles? Bon, je ne sais pas quel sentiment on peut me prêter par rapport à nos frères et sœurs de l'île d'Anjouan. Moi, je suis un Comorien. Je suis Comorien avant d'être quoi que ce soit d'autre. Il y en a qui raisonnent à l'inverse. Il y en a qui disent je suis de telle île avant d'être de telle île, et puis de telle île avant d'être de telle nationalité. Je dis quand on raisonne de cette manière-là, au bout d'un certain temps, on voit où ça peut mener. Moi, je raisonne que je suis Comorien. Je n'ai pas choisi d'être né à telle ou telle île, encore moins dans telle ou telle ville. Et je n'ai même pas choisi d'être né au Comores. Mais je suis Comorien, je m'assume comme Comorien, et j'appelle tout le monde à s'assumer ainsi en tant que Comorien. Et si l'on voit ce qui se passe dans le monde, où les Européens font tout pour être Européens, 27 États, des grands États, nous ne pouvons pas être un petit et minuscule archipel et vouloir s'aimer la division pour des choses qui n'ont aucun sens. Ça n'a réellement aucun sens de dire tu es venu de telle île, donc tu dois partir, quitter cette île. Cette approche-là ne peut être que dangereuse dans tous les cas. Alors, moi, ce que j'appelle à la communauté anjouanaise, c'est de savoir raison garder le calme, ne pas céder aux provocations. De toutes les façons, il y aura toujours des gens qui vont défendre le droit, peu importe de quelle île vous venez. Nous avons déjà vécu cette expérience de Ndimou, de manière de prononcer le citron à la comorienne, qui a été préparée pour amener les gens vers une guerre civile et
aboutir à un coup d'État. Mais il y a l'histoire des Comoriens eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'un millier, peut-être presque plus de 2000 Comoriens morts à Majinga à cause d'un petit problème entre deux enfants dans une cour. Donc ceux qui manipulent ce genre de situation, parce que c'est une affaire qui a été manipulée par certaines personnes. J'ai même rencontré récemment quelqu'un qui m'a dit qu'ils habitaient à Majinga et qu'on leur a conseillé de vite partir de Majinga avant que l'événement n'arrive. Donc, c'est qu'il y a des gens qui manipulent ce genre de situation et qui produisent des catastrophes humanitaires. Donc, je demande à la communauté anjouanaise de garder son calme, de savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont défendre le droit. Eux, ils sont en capacité de défendre leur droit de rester dans n'importe quel point du territoire comorien, quelle que soit la raison pour laquelle ils y sont, du moment qu'il ne s'agit pas de commettre des faits contraires à la loi. Et je dirais à monsieur le maire d'essayer de se ramener au calme lui-même. De se ramener au calme, de savoir qu'il a une haute responsabilité, que c'est lui d'être responsable de la capitale des Comores. Un pays qui a de multiples problèmes, mais qui a toujours su vivre ensemble dans une volonté de partage. Vous demandez des excuses de la part de Bien entendu, quand on commet des bêtises dans ses propos, s'il les a commis, on présente des excuses. Et ce n'est qu'honorable. Quand on fait des erreurs de sorte, on présente des excuses. Et ça honore la personne. Maintenant, s'il ne l'a pas dit, c'est à lui de le prouver qu'il ne l'a pas dit parce qu'on l'accuse de cela. Et la manière de prouver, c'est de créer un lien avec la communauté anjouanaise pour régler le problème. Apaiser un peu la situation. Pas seulement apaiser, mais régler le problème tel qu'il est posé, qu'il pense qu'il y a tel problème. Mais on crée un cadre dans lequel on règle le problème. Je vous dirais, moi j'aime bien sortir des faits que l'on vit. Une fois, sur l'île de Mayotte, il a été décidé d'expulser des pêcheurs anjouanais. D'habitude, ces histoires sont des clandestins, etc. Et pendant toute une période, il n'y avait pas de poissons à Mayotte. La préfecture s'est rendu compte que on expulse ceux qui pêchent. Et on n'aura pas de poissons. Ce sont des réalités sur lesquelles chaque responsable doit pouvoir se dire qu'est-ce que je fais. Si j'ai bien fait, tant mieux. Mais si je fais quelque chose qui va à l'encontre des réalités, des besoins des populations, je rectifie. Et ça va de soi. Et les Comoriens ont toujours vécu dans ce mélange, ce brassage de populations, peu importe d'où nous venons, qui nous a donné quelque chose de particulier, que l'on ne trouve pas partout. Dans mes contacts avec différentes personnalités, j'ai appris qu'il y a une seule île au monde qui a le même système comme chez nous, une île en Indonésie, où les hommes vont habiter chez leurs femmes. Partout, les hommes, quand ils se marient, ils prennent leurs épouses, sauf dans les pays où les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont loué un appartement ensemble. Mais dans les traditions, au Comores, quand on se marie, on va habiter chez sa femme. Il y en a qui rigolent, hein, ils disent, c'est quoi ces hommes qui vont habiter chez leur femme? Mais c'est une richesse. Ça nous a apporté quoi? Je vous donne un exemple historique. Nous avions avant des systèmes qu'on appelait les Mabeja, Feremwe, comme système traditionnel de gouvernance des Comores. Après, il y a eu les arabo-musulmans et les chiraziens de Perse qui sont venus aux Comores avec le système de sultanat. Ce sont des princes sultans, c'est des arabes. Ils avaient l'habitude de prendre leurs femmes à l'habiter chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de pouvoir devenir des sultans, ils ont épousé les filles des chefs des tribus comoriennes traditionnelles, et que ceux-là, ils sont allés habiter chez eux. Sinon, ils auraient dû repartir. Personne ne peut vivre aux Comores sans savoir qu'il va être accueilli par une femme, par une famille. Or, les Anjouanais vivent à Moroni comme tout le monde. Il y en a qui sont mariés avec des Anjouanais, il y en a qui sont mariés avec des grands Comoriens, comme on a l'habitude de vivre aux Comores. Et je vous dis que la majorité de la communauté anjouanaise à Moroni, ce sont des gens nés à
en Moroni et qui ont leur vie en Moroni. D'ailleurs, en Jean, on leur dit, c'est les Enjonnais de la coulée. Le quartier le plus important des Moroniens, des Enjonnais à Moroni. Donc, ce que j'appelle là-dessus, c'est qu'on garde le calme et qu'on se dit, le plus important, c'est comment organiser, gouverner le vivre ensemble dans une ville, encore mieux dans une capitale, qui est l'image de tout le pays. Et nous avons des personnalités de Moroni qui savent gérer ça, qui savent mener le dialogue. Amener les populations à s'accepter, à arriver à un partage de ce qu'ils produisent pour vivre ensemble. J'ai eu l'expérience d'un ancien maire, paix à son âme, qui avait une image inverse, qui avait une image dont on disait qu'il n'aimait pas les gens qui n'étaient pas de Moroni. Il avait cette image-là dans son parcours. Et justement, il avait soutenu dans une élection législative M. Fattah pour devenir député. Moi, j'étais contre cette position-là. J'étais dans une toute autre démarche. Mais quand il est devenu maire, j'allais le voir. Je lui ai dit, vous avez cette image-là et vous êtes devenu maire de la capitale. Donc les gens qui vivent ici, à Moroni, qui sont majoritairement, je dis bien majoritairement, si vous comprenez ceux des îles, des autres îles, et ceux de l'exode rural, ils sont plus nombreux que les gens directement de Moroni. Et ils vivent là et ils font fonctionner la ville. Si toutes ces personnes-là se disent, on a un maire qui ne nous aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez gérer cette ville? Et qu'est-ce que nous avons choisi de faire? Nous avons choisi de faire, les week-ends, il allait dans les villages. Il quittait Moroni, il allait rencontrer les populations de différentes localités qui ramènent des populations à Moroni. Et la manière dont il était accueilli dans ces villages-là, qui était content de voir le maire de la capitale le rendre visite, il était complètement enchanté. Et je ne vous cache pas, non seulement il était accueilli de manière avec l'hospitalité à la comorienne habituelle que nous connaissons, mais quand on rentrait à Moroni, son véhicule était plein de produits qu'on lui a offerts pour cette volonté d'aller à la rencontre des populations, des gens qui viennent vivre à Moroni. Et ça, monsieur le maire, qui est un ami, un ami, puisque je dis qu'on a vécu ensemble, et même si ce n'est pas la même génération, je dis de prendre la mesure de la responsabilité qu'il a prise. Prendre de la hauteur, comme on dit. Voilà. De se dire, je suis maire de Moroni, je suis maire de la capitale des Comores, pour X raisons, on peut être d'accord ou pas d'accord de ce choix, mais il a cette responsabilité-là de se dire, qu'est-ce que je vais laisser dans l'histoire? Je vais laisser quoi comme histoire? D'une ville où on aime vivre ensemble, ou d'une ville où on veut chasser l'autre? Alors là, la différence est nette. La différence est nette entre ceux qui veulent rassembler et ceux qui peuvent profiter des divisions pour quelques petits intérêts momentanés. Voilà, je pense que Moroni saura dépasser ça très rapidement. Et Moroni ne va pas aller dans ce, j'allais dire, bas de gamme de la vie en société. Moroni, c'est une ville qui a installé ses traditions, qui a été un phare pendant longtemps et qui a toutes les chances d'être ce que l'on souhaite, l'exemple des modèles de développement pour notre pays. Merci beaucoup, M. Swali Mohamed Swali. Je rappelle encore une fois que vous êtes ex-ambassadeur des Comores aux Nations Unies. Nous avons abordé 3 sujets ce soir, cet après-midi. Premier sujet, il s'agissait de l'Union africaine, puisque Azali Assoumani va probablement présider le destin de l'Union africaine, chose que vous nous avez expliqué que pour le moment, l'Union africaine, vu les problèmes qu'il y a dans tous les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Est, ces pays-là ont préféré décliner la candidature. Ils préfèrent s'occuper de leurs problèmes, alors que Azali Assoumani, lui, pense qu'il aura encore gagné des galops s'il préside le destin de l'Union africaine. Nous avons aussi parlé d'un sujet très très difficile, très très important,
puisque nous avons parlé du sujet des Sambis. En résumé, vous nous avez dit de faire très très attention, que les Comoriens comprennent l'enjeu de la vie des Sambis, puisqu'il ne s'agit pas de la vie de Sambis personnels, mais il s'agit aussi de l'enjeu de la vie de notre pays. Si il s'avère que Azali Assoumani finit son complot, finit son programme de tuer Sambi, Azali Assoumani n'aura pas tout simplement tué Sambi, mais il aura tué le pays. Nous avons abordé en dernier recours le sujet de M. Fattar. Vous demandez à M. Fattar de prendre de la hauteur et surtout de ne pas prendre, excusez-moi, l'exemple de Azali Assoumani, puisque Azali Assoumani n'a rien d'autre que la division, alors que un maire d'une capitale telle que Moroni doit être là pour régler les problèmes, mais pas pour attiser la haine de ses citoyens. Si j'ai bien résumé la situation, je vais donner la parole à M. Mohamed El Had. S'il lui reste quelque chose qu'il a envie d'en parler et que je n'ai pas pu poser la même question, ça va encore se poser pour Monsieur l'ambassadeur. S'il y a quelque chose qu'on aurait dû vous poser et que vous pensez qu'on n'a pas eu, on va vous donner encore le temps de le dire, et sinon on va finir notre émission que nous qualifions de très très intéressante. Nous vous remercions de votre venue encore une fois. Quant à nous, chers amis de Comorinfo, sachez que nous essayons de parler ainsi en français pour que la communauté francophone puisse comprendre ce qui se passe réellement, comment il s'agit de la vie d'un ex-président, il s'agit aussi du destin de l'Union africaine qui sera présidée par un président qui n'arrive même pas à s'occuper de sa propre population. Non, je pense que nous avons abordé l'ensemble des sujets évoqués au début de cette émission. Je veux tout simplement remercier ceux qui ont suivi cette émission, ceux qui l'ont partagé, ceux qui vont le suivre après. Que, voilà, nous sommes là, nous faisons notre nécessaire pour alerter, pour prévenir, pour sensibiliser tout le monde et partager ensemble le destin de notre pays, parce que chacun a sa contribution à apporter sur le développement, sur l'avenir de notre pays. Et encore une fois, nous vous remercions de votre fidélité. Et je remercie également Monsieur l'ambassadeur d'avoir répondu à cette invitation pour venir nous éclairer sur les différents sujets dont on a abordé ensemble. Merci. Monsieur l'ambassadeur. En vous remerciant pour l'invitation, et j'espère que nous avons pu répondre aux attentes des téléspectateurs. J'ajouterai juste une chose, c'est que peut-être le colonel Assoumani Azali pense que s'il devient président de l'Union africaine, il va pouvoir utiliser l'organisation continentale pour imposer aux Comoriens ce que j'ai appelé sa fuite en avant, vouloir aller encore une fois renouveler le mandat en direction 2024. Ce que je crains plutôt pour l'Union africaine, c'est de se trouver avec un président tellement contesté dans le pays que rien ne nous interdit de penser qu'il ne pourrait même pas finir son mandat de président de l'Union africaine. Donc, c'est de cela que je voudrais, si l'opinion africaine s'intéresse aux Comores, ne pas se dire que, tiens, les Comoriens, ils ont enfin un président pour le continent, mais de se dire que l'Union africaine risque de faire un choix qui serait catastrophique pour l'ensemble du continent et pour les Comoriens en particulier. Mais les Comoriens, eux, ils vont se battre. Ils vont se battre pour un état de droit. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi accepté de participer à cette émission et je vous en remercie. Merci beaucoup. Partagez cette émission.